Bonjour, aujourd'hui je suis avec Clovis, également avec Ung, et nous allons parler de Homebrew et en particulier de Watermelon qui a développé Pierre Solar. Et on va également parler des prochains projets de cette structure. Bienvenue dans Extra Life. Clovis, est-ce que tu peux déjà commencer par te présenter et nous dire exactement quel est ton parcours dans le jeu vidéo? Eh bien, moi, je suis encore jeune, on va dire, pour le... C'est vrai, hein? Tu dois le prendre personnellement, ouais. Non, mais pour le monde, c'est vrai que pour un jeu Sega, je fais vraiment jeune, j'ai 24 ans. Ouais. Je suis principalement un joueur. Okay. Principalement un joueur. C'est, entre guillemets, ma première expérience professionnelle dans le monde du jeu vidéo. Ok. Et donc, tu t'occupes de quoi exactement au sein de Watermelon? Eh ben, comme Watermelon, ça reste une toute petite structure, ouais. On touche un petit peu à tout, dès qu'on peut aider à droite à gauche, on le fait. Ouais. Donc je fais un peu de community management, je fais un petit peu je rédige des news, je m'occupe du site, je donne des idées. Voilà, donc c'est très participatif et on touche un peu à tout, quoi. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de l'origine de cette structure? Donc elle est située où? En fait, c'est pas une structure française, c'est une structure américaine. Tout à fait. Comment elle s'est créée? Quels sont ses projets, etc. Nous parler un petit peu, genre qu'on sache à peu près de quoi on parle. Alors, à la base, Watermelon, c'est juste des fans de jeux vidéo, de Sega principalement, qui étaient sur le forum Eidolon In. Okay. Ils ont eu envie de créer un jeu. Et ils avaient envie un petit peu de se mettre en avant dans le jeu, de mettre leur propre personnage. Et donc, ils ont tout de suite décidé RPG. Ouais. Ensuite, ils sont repartis sur un autre forum, plus pro. Et là, ils ont commencé le développement. Donc, il y avait un Brésilien, il y avait un Français, il y avait un Allemand, il y avait un Anglais. Donc, c'était très mix. Donc, la structure, elle est américaine maintenant. Pour des soucis... des histoires légales, voilà, c'est ça. De simplicité, peut-être. C'est plus simple pour tout le monde, en fait. Ouais. Et donc, voilà. Okay. Voilà, le premier projet, donc c'est Pierre Solar. C'est ça. Donc un RPG sorti sur Mega Drive. Donc c'est un RPG qui est sorti en 2010. Le développement a débuté en 2004. Donc évidemment... Mega Drive 2010, il y a comme un truc bizarre, quoi. Il y a une anomalie temporelle. Ouais. Donc ça, c'est un jeu donc, issu de la scène qu'on appelle Homebrew. Est-ce que tu peux nous décrire un petit peu, nous donner ta définition en fait, du Homebrew? Qu'est-ce que le Homebrew? On en a déjà parlé dans un précédent Extra Life. Pour moi, le Homebrew, c'est un jeu de fans. Ouais. Et c'est en général le premier, si ça réussit. Et si ça réussit pas, entre guillemets, on continue dans le homebrew en général où on arrête là. Mais le homebrew reste encore très typique, vraiment axé pour les joueurs, par les joueurs, quoi, quelque part. Et c'est aussi en fait des jeux qui sont créés maintenant sur de vieilles machines. Et qui sortent sur le format de sa vieille machine. Donc c'est pas un jeu téléchargeable sur PC, c'est vraiment une cartouche. Une cartouche Mega Drive, et donc tu ressors ta Mega Drive et tu mets la cartouche dans ta Mega Drive, tu sors ta manette et tu joues comme à l'époque. C'est ça. Enfin, la ressortir, moi elle était déjà sortie à la base. Mais... Oui, bien sûr. Ouais. Et est-ce que donc du coup toi ça doit être rigolo parce que est-ce que tu y as joué à Pierre Solar? Oui. Est-ce que mais toi ta première console c'était quoi? C'était pas la Mega Drive? Si. C'était la Mega Drive. C'était la Mega Drive. Okay. J'ai eu un PC et une Mega Drive. Ok. Voilà. Ok, mais t'as commencé super jeune du coup. Oui. Toi, t'avais touché à la Mega Drive un petit peu à l'époque? Moi, c'est Master System. Un Master System, carrément. Putain, je suis pas si vieux que ça, en fait. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu? Donc, Watermelon, là, c'est développé. Donc, Pierre Solar peut être commandé sur Internet. Je crois qu'il y a des cartouches un peu en rupture de stock. Donc, il y a eu des moments, en fait, où le jeu était refabriqué. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de ça? Genre, est-ce que ça coûte cher de fabriquer des cartouches? Comment ça se passe? Est-ce que les structures n'existent plus? Genre, c'est quelqu'un dans une cave à la main qui fait... Enfin, comment ça c'est presque ça. C'est que donc c'est Gwenaël God, qui est allé en Chine pour faire tout, en fait. Parce que tout a un brevet, donc tout a dû être refait. C'est-à-dire, moi, il m'a expliqué une anecdote quand je suis arrivé. Il m'a expliqué qu'il était arrivé avec une vis dans une usine en Chine. Et il a dit, c'est ça que je veux. Donc c'est vraiment, voilà, c'est ça. Et donc comme c'est un jeu homebrew, il n'y avait pas énormément de moyens. La production s'est fait petit à petit. Donc c'est en général par 1000 unités.
Et donc la première fois, ça s'est vendu très bien. Et petit à petit, il a été redemandé, donc on est reparti, on a refait des productions. Voilà. Ok. Et donc là, est-ce qu'aujourd'hui vous avez l'intention de continuer à produire des cartouches de Pierre Solar ou donc là où on est en rupture de stock, donc on a 2 éditions. On a une édition reprint qui intègre donc la langue anglaise, français, allemand, et on a aussi une version anglais, espagnol et portugais. Donc la version avec le langage espagnol et portugais, on en a encore, mais la version, la reprint, on n'en a plus. Voilà. Donc on envisage de relancer, parce qu'on a quand même pas mal de demandes, donc on envisage de relancer une production, mais c'est pas facile, parce qu'on est très peu. Il faut repartir en Chine, il faut suivre tout le processus de fabrication, donc c'est vrai que c'est pas quelque chose qui est facile. Donc justement, vu qu'il y a toute une production physique, pourquoi vous envisagez pas de le faire sous forme téléchargeable sur Steam ou Parce que le but, c'est justement de garder cet aspect mythique de la Mega Drive, quoi. Ce jeu, il a été fait quand même. Ouais, mais maintenant, il y a quelques milliers d'exemplaires qui sont dans le monde. Maintenant, c'était, on va dire, pour ceux qui l'ont acheté à la base. Maintenant, peut-être le proposer, ça serait plus simple pour vous. On se pose des questions, hein. C'est normal. Mais faut pas oublier que la communauté qui était là à la base, c'est des fans de Mega Drive. Ils veulent pas retrouver leur jeu sur le net. Cette communauté-là, finalement, elle a été servie. Enfin, c'est les premiers, j'imagine. Ouais, mais pour eux, c'est leur jeu. Ils ont aidé à le produire. Ils ont pas envie que ce soit étalé autre part. C'est quelque chose qui est à eux, quoi. C'est pour ça. Non, puisqu'on avait un petit débat juste avant l'Extra Life tous les deux, et c'est vrai que moi, je pige le concept qui consiste à sortir un jeu, donc évidemment pour quelque part pour une niche, donc pour assez peu de gens, mais de sortir le jeu sur le format de l'époque. Donc de le sortir genre avec la cartouche, etc. Et donc ça nécessite toute sorte un rituel, quoi, clairement, où tu vas aller chercher ta Mega Drive dans ta cave. Tu vas peut-être même retrouver ta vieille télé cathodique, tout brancher dessus, et hop, te mettre dans les conditions de l'époque. Tu viens de perdre carrément 15 ans d'un coup, et genre bing, tu commences à jouer. Et donc du coup, s'il était sorti sur PSN, XBLA, ça toucherait plus de gens, mais ce serait plus la même magie, plus le même concept. Et le homebrew, c'est ça en fait. Le homebrew, c'est l'objet physique. Et on est toujours dans les grands débats, genre le démat, etc. C'est bien, mais c'est pas bien aussi. Dans quelques années, on pourra plus aller chiner pour aller trouver Journey, etc. Bah non, Journey, quoique au final, celui il est sorti en boîte, mais donc ça arrive de temps en temps. Mais donc du coup, c'est vraiment un délire, un trip particulier, moi que j'apprécie. Et toi, tu ressortirais pas ta Mega Drive quand même? Bah juste si, pour le kiff. Mais j'imagine juste tout le process qu'il y a derrière. Et je me dis juste, ça doit être une galère monstrueuse pour refaire, fabriquer des cartouches, tout ça, ça doit être juste. C'est vrai que ton point de vue, il y a plein de gens qui travaillent de façon un peu amateur, très souvent ils ont du boulot à côté, etc. Donc ce qui explique par exemple que Pierre Solar, le temps de développement était de 6 ans, voire plus. Enfin, je crois que le projet quand même était initié en 2004, mais peut-être que ça a commencé. Exactement quand est-ce que ça a débuté, c'est assez flou. Du coup, tous ces gens qui travaillent, genre le fait de voir l'objet physique, c'est quelque chose qui doit être magnifique, mais de se dire genre que tu vas toucher non plus des milliers, mais des dizaines de milliers de personnes potentiellement en le sortant en démat. Donc tu te mets à la place des développeurs, tu dis est-ce qu'eux ils aimeraient pas aussi que plus de gens y jouent, en fait, tout simplement. C'est vrai, mais comme je dis, c'est quand même, comme tu disais, c'était une niche, une niche, et c'est des gens qui sont ultra fans de la Mega Drive, et ils veulent que ce soit leur petit monde, quoi. Ils ont envie que. Mais après, il y a aussi une question de prix. Parce que acheter une cartouche, vu tous les frais que ça engendre pour vous, j'imagine que vous le proposez pas au même tarif, quoi. Donc moi la cartouche c'est $60 je crois à peu près. Alors qu'en démat, c'est 15 € au maximum, quoi. Il faut pas oublier aussi que la différence avec le démat, c'est que comme c'est pour la Sega, il y a tout le côté développement, c'est fait avec des outils pour la Sega. Et donc ça c'est quelque chose qui est encore plus compliqué. Ça fait partie du truc, hein, c'est fait exprès. Mais faut pas, d'où le prix. C'est ça que. D'accord. Okay. Et du coup, tu dis genre amour de la Mega Drive, etc. Mais un des projets qui arrive là chez Watermelon, c'est un jeu Super Nintendo. C'est ça. Donc vous avez cédé à la pression des fans. Ça, j'aurais pu en faire partie pour le coup, parce que moi je suis plus Super Nintendo, pour plein de raisons. Mais, je comprends, elle est magnifique cette console aussi. Hein. Les deux, mais je pense que. Il y a toujours une petite guéguerre Super NES, Mega Drive, mais dans le fond, on a toujours le même amour. Le même amour pour le jeu old school. C'est le même maillot, mais on a la même passion. Exactement. C'est
pas une référence au football, ça. Bravo, quoi. Tu seras plus invité ici. Est-ce que sur... alors, il y a un truc qui se passe là en ce moment. Watermelon a sorti quelque chose qui s'appelle... c'est le Factory... Magical Game Factory. Alors, qu'est-ce que c'est exactement par rapport à Watermelon? Est-ce que c'est un label? Est-ce que c'est une structure? Et en gros, donc le Magical Game Factory, ça permet en fait aux gens, donc à vous tous, d'aller sur le site, de s'inscrire et de voter en fait pour les prochains projets. Alors mais voter pas seulement genre je donne un peu d'argent pour que le jeu soit développé, mais genre je vais influer en fait sur ce que sera le jeu. Ouais. C'est-à-dire le choix de la plateforme, le choix du type de jeu, le choix d'univers, la totale quoi. C'est un jeu à la carte. C'est ça, un petit peu. Ouais. Alors déjà, comment ça se situe entre les deux structures? Comment ça fonctionne? C'est un projet. C'est un projet de Watermelon. En fait, Watermelon, c'est une société, mais surtout un esprit, on va dire ça comme ça. Et à partir de ça, on a envie de créer des choses autour. Et donc, c'est comme ça qu'est venu Magical Game Factory. Quoi. Ok. Voilà. Et donc, du coup, là, en ce moment, il y a 3 projets en cours, 2 projets en cours, 2 projets de jeu et un autre projet, bon, on en parlera après. Donc il y a un projet qui est ce projet Super Nintendo dont on parlait. Donc là en ce moment les gens peuvent voter et donc là pour l'instant tout ce qu'on sait c'est la plateforme. Ce sera un jeu Super Nintendo. Non, on sait aussi. On en sait plus. Oui, ils ont choisi Action Aventure. Ok, d'accord. Voilà. Action Aventure a été sélectionné. On ressent un petit peu sur le forum qu'il y a énormément d'influence Zelda. Quoi. Ok. Ils ont envie d'avoir quelque chose comme ça. Quoi. Voilà. Très bien. Ensuite, il y a un autre projet qui est un projet Mega Drive, qui s'appelle le projet Y. Le projet Y, là, c'est un beat 'em all avec un petit côté RPG qui sera situé dans un univers post-apocalyptique. Et donc, est-ce que tu peux nous parler maintenant alors, comment ça se passe exactement? Si moi, je veux participer, il faut que je m'inscris, ensuite, il faut que je fasse de l'argent. Comment ça se passe? J'ai vu qu'il y avait un système de gemmes. Il y a un système de gemmes, donc c'est pour... Parce que, en fait, l'argent, c'est avant tout pour acheter des choses. Donc, comment dire, on a préféré avoir une monnaie propre. D'accord. Parce que c'est international en plus, il y a beaucoup de gens de tous horizons. Ouais. Donc on voulait centraliser d'abord. Et c'est le début du projet. C'est-à-dire qu'on a aussi l'envie de créer des goodies, de créer plein de choses comme ça, des t-shirts, des choses comme ça. On a plein de projets. Et on veut que les gemmes soient pas seulement un investissement, mais soient aussi un moyen d'acheter justement ces goodies. D'accord. Mais aussi de préserver son jeu, en fait, tout simplement. Ok. Donc, est-ce que ça marche exactement comme une plateforme de crowdfunding, c'est-à-dire comme Kickstarter, où tu choisis entre différentes sommes, genre qui te permettent d'avoir accès ensuite au jeu, ou alors au jeu plus, ou au jeu version collector, au jeu plus le t-shirt, au jeu machin. Est-ce que tu as différents tarifs comme ça, mais transformés en gemmes? Non, c'est pas ça? Chacun met ce qu'il veut. Et à la fin, en fait, on comptabilise en gros l'investissement, et c'est là la force du vote aussi. Ouais. Voilà. Et donc du coup, est-ce que vous avez quand même une somme genre à atteindre de manière à ce que le projet se fasse? Non. Donc le projet se fera même s'il n'y a pas beaucoup d'argent. Sauf si gros problème, mais le but. Pierre Solar s'est fait entre guillemets sans crowdfunding. Oui. Donc le but c'est vraiment créer le jeu quoi. Okay. C'est ça qui motive. Donc simplement c'est une façon de faire participer la communauté et peut-être de leur donner accès plus tard à des goodies. Et puis il faut pas oublier que derrière Pierre Solar il y a quand même des gens qui ont bossé des heures et des heures, des jours et des jours et des années et des années sans rémunération. Ils ont dédié leur vie. Je t'en parlais tout à l'heure dans le film justement Indie Game. Ouais. Indie Game Movie, donc on en parlait dans un précédent Extra Life, il y a en effet un documentaire qui a été fait sur les créateurs de Super Meat Boy, Fez, Bread, et qui a été vraiment passionnant, puisque ça sortait un petit peu du cadre de ce qu'on voit dans le jeu vidéo, c'était pas du making-of, c'était pas les coulisses d'un développement, c'était vraiment du portrait. Donc on suivait un petit peu 3 créateurs, et plusieurs plus que ça, et derrière on voyait un petit peu les arbres de la création, les mecs qui se prenaient la tête, qui doutaient, etc. C'était vraiment passionnant. Donc ouais, c'est compliqué d'écrire un jeu. Et donc du coup, ce que tu veux dire, c'est que cet argent permettra aussi de rémunérer un petit peu tous les gens qui participent. Oui, parce que des gens qui ont bossé 6 ans sans rémunération, il faut qu'ils aient une vie quelque part. Oui. C'est-à-dire qu'on peut pas leur demander un jeu sans rien derrière. C'est compréhensible. Mais du coup, ces gens-là, est-ce qu'ils... Alors déjà, par exemple, pour Pierre Solar, combien de personnes ont développé un jeu comme ça? Ça a évolué. Au début, il y en avait 2, vraiment. Ensuite, ils sont passés à 5, ensuite 20. Et ensuite, il y a eu beaucoup de contributeurs. Chacun a apporté sa petite pierre à l'édifice. Donc, c'est vrai que c'est difficilement quantifiable. Okay. Après, moi, j'ai une question, c'est que les développeurs, donc, j'imagine qu'ils ont des envies propres, tout ça. Et en fait, en passant par le système de crowdfunding un peu,
Bah, du coup, on choisit, voilà, on choisit à leur place peut-être ce qu'ils ont envie de faire et est-ce que ça bride pas leur créativité ou quoi? Enfin, je sais pas si tu es en contact avec eux. Oui, je suis en contact bien sûr, mais parce que si le vote sur le jeu Super Nintendo avait été par exemple un jeu de Formule 1 ou un jeu de football, un jeu de football, il n'y a pas mis le choix. Ah, il n'y a pas le choix. Il n'y a pas le choix. Non, je veux dire, c'est qu'on structure quand même un minimum les votes. On ne va pas mettre tout n'importe quoi. On laisse une grande liberté, c'est pas mais on oriente quand même un minimum parce que voilà, un jeu de football, enfin nous, c'est pas ce qui nous intéresse non plus. Et je pense pas que la communauté, voilà. C'est ce qu'ils attendent. Donc, voilà. On oriente un minimum les votes, c'est vrai, mais en fait, on est quand même imprégné de la communauté. On fait partie de cette communauté, donc on connaît un petit peu les envies quelque part. Donc on se permet voilà, de choisir des thèmes particuliers. Pour les prochains projets, donc le projet sur Super Nintendo et le projet sur Mega Drive, est-ce que les gens qui ont bossé sur Pierre Solar bossent également sur ces deux autres projets ou est-ce que y a d'autres gens qui vont arriver? Comment ça va se passer? Il y a d'autres gens qui vont arriver. Donc là, on a annoncé il n'y a pas longtemps un character designer pour le projet Y. Louis Martin, je sais pas qui a bossé sur Chrono Trigger Résurrection. Donc voilà, on essaye de diversifier nos horizons et de faire participer d'autres personnes sur nos projets. Est-ce que le système de vote qui a été mis en place, est-ce que ça met pas une pression supplémentaire justement sur les développeurs? C'est-à-dire à partir du moment où tu fais participer la communauté de façon plus active, automatiquement, peut-être que les gens seront plus pressés de voir arriver le jeu. Donc 6 ans pour Pierre Solar, il faudra peut-être pas, tu vois, genre au bout de 6 ans, je pense qu'ils en auront peut-être marre, ou ils vont commencer à râler pour le jeu Super Nintendo. On a mis une deadline. Bon, si c'est la même deadline que pour Pierre Solar, on a encore pour 3 ans. Mais non, normalement c'est juillet 2013. Voilà. On a mis une deadline. Pour les deux projets? Pour les deux projets. Pour les deux projets. Et donc du coup, comment ça va se passer? Est-ce que les développeurs qui travaillent pour Watermelon sur ces deux titres, est-ce que c'est des gens qui travaillent à plein temps du coup, qui vont être rémunérés par l'argent qui a été récupéré via la communauté, ou est-ce qu'ils font d'autres choses à côté? Comment ça se passe? Parce que comme tu disais qu'il n'y avait pas d'objectif, donc du coup les gens peuvent participer un petit peu, mais pas beaucoup, sans doute pas suffisamment pour rémunérer quand même deux développements, donc beaucoup de gens. En fait, on va travailler avec des freelances que là on va rémunérer. On n'a pas le choix, c'est normal. Mais il y a aussi une grosse structure, donc comme je vous disais tout à l'heure, Gwenaël God, Tulio, qui bosse et est-ce que tu peux nous présenter un petit peu la personne? C'est les deux créateurs de Watermelon, quoi. C'est les deux personnes qui sont à la base du projet, quoi. Et donc ça c'est ces deux gars qui bossent dessus et qui, je pense qu'ils comptent pas leurs heures. C'est pas une rémunération en fait. C'est plus ils vont utiliser cet argent pour pouvoir survivre entre guillemets à côté, mais ils dédient leur vie quelque part au jeu, quoi. C'est assez, de ma vision, c'est assez flippant. C'est assez flippant. C'est investissement total. Voilà, c'est complètement ça. On comprend ça un peu de life. Et donc il y a un troisième projet qui est assez intéressant, c'est un projet de manette. C'est ça. Donc c'est une manette. Alors parle-nous un petit peu de cette manette. Qu'est-ce qu'elle a de spécial? Et pourquoi une manette? Pourquoi une manette? Parce que déjà il n'y a plus de manette Sega. Parce que ça va être une manette Sega, mais ça va être aussi une manette Super Nintendo, sans fil, sans lag. Donc ça va être bien, on va bien bosser dessus, avec une très belle ergonomie. Et le problème qu'on a actuellement sur certaines consoles, c'est qu'on a du mal à retrouver des manettes qui marchent complètement, qui grincent pas trop. On a le bouton B qui marche pas parce qu'il a été... voilà. Donc on a vraiment envie d'avoir un outil qui va nous permettre de jouer à nos jeux, quoi. On veut le meilleur pour nos jeux, quoi. Et là, ce projet-là, il est kickstarté. C'est ça. On va le lancer normalement en novembre. En novembre. Ok. Et donc du coup, putain, ça va être super compliqué parce qu'il y a un paquet de débats sur les manettes. En plus, la manette Mega Drive et la manette Super Nintendo, ça n'a juste rien à voir. Donc du coup, pour mettre d'accord les deux communautés, ça va être très compliqué. Moi, personnellement, tu vois, si ça ressemble pas exactement à la manette Super Nintendo originale, je serais pas content. Je fais partie de ces gens. En fait, c'est juste important. Si c'est pas la même, je serais pas content. Donc de base, je serais pas content. Pas forcément content. Et donc du coup, je comprends. Mais est-ce qu'il y a déjà des plans? Est-ce que vous avez Voilà. On s'oriente. La disposition des touches. Enfin, je veux dire, c'est 4 en façade sur Super Nintendo avec 2 gâchettes. Mega Drive c'était 6 en façade. Donc c'est un gros problème qu'on a actuellement. On est encore pas vraiment en débat parce qu'on a trouvé un prototype viable. Mais la manette va être plus anguleuse comme une manette de Sega Mega Drive. Mais voilà. Je peux pas trop en dire, mais c'est pas une Sega non plus, quoi. Voilà. Il y aura, ce sera une manette standard. Donc c'est-à-dire, ce sera la même pour telle ou telle console. Ce sera la même. Ça sera uniquement Mega Drive et Super Nintendo. Ça dépend de Kickstarter. Ça dépend de Kickstarter. Ça dépend si on peut mettre des paliers, parce que nous on a envie. On n'a pas de limite quelque part. Hein. Si on peut développer pour n'importe quelle console, il n'y a pas de souci, quoi.
Voilà. Est-ce que toi, tu as l'occasion de suivre un petit peu du coup le développement des projets actuels, donc sur Super Nintendo Mega Drive? Est-ce que tu as déjà vu des choses? Est-ce que tu as déjà vu des protos, des screenshots, ou pas grand-chose pour l'instant? Si, j'ai beaucoup, des illustrations, sur le character design, des choses comme ça, mais c'est vrai que c'est assez secret, et on n'a pas énormément d'images, parce que c'est vrai que c'est encore le début. On avait toute la phase de création, on avait toute la phase d'idées, de recherche, donc là, voilà, c'est ça. Là, maintenant, donc on commence à attaquer le dev, quoi. À rentrer dans le vif du sujet, donc à faire des protos, des choses comme ça. C'est ça. Est-ce que du coup, vu que la communauté participe, est-ce qu'il y aura une mise en place d'une communication plus régulière, donc avec justement la publication de vidéos, de trailers, on verra un petit peu l'avancement du projet. Et est-ce que les gens, en fait, une fois qu'ils ont ils ont voté sur pas mal de points, est-ce qu'ils auront l'occasion de continuer d'intervenir en cours de développement? Pour dire, par exemple, ce module-là, il ne me convient pas. Enfin, est-ce que ça se poursuit un petit peu ce côté participatif, ou c'est vraiment au tout début, et puis ensuite, paf, c'est parti, et les développeurs font un peu ce qu'ils veulent? On ne sait pas encore, justement. Ça, on ne sait pas encore, parce que c'est complètement faisable. Comme je vous disais, ça complique les choses ensuite, il y a des étapes. Mais d'un autre côté, les étapes de validation, c'est le but. Existent dans l'industrie, quoi. Et comme on est une toute petite structure, on peut se permettre ces choses-là. Et on peut se permettre de ne pas le faire aussi. Donc voilà, c'est des choses, on l'envisage aussi, on a beaucoup de projets, beaucoup de choses à faire, donc on ne sait pas encore exactement lesquelles on va mettre en place. D'accord. En tout cas, on va suivre ça avec intérêt. Donc dès que tu as des choses à nous montrer, que ça n'hésite pas à nous envoyer des petits mails, comme ça on balancera les vidéos qu'il faut dans 100%. On vous invite à aller regarder le site internet, à consulter un petit peu les différents projets, à voir un peu comment ça fonctionne. Si ça vous intéresse, participez. En tout cas, nous, on fera un suivi conséquent de la chose. Et puis, une nouvelle fois, merci d'avoir fait le déplacement jusqu'ici pour nous parler de tous ces projets. Ça me fait plaisir. Et puis, on se retrouve très bientôt. Merci aussi, monsieur. Et on se retrouve très bientôt pour un prochain Extra Life.